caractères plus de fond, notamment celui du budget, que ce temps de parole puisse être modulé. Je crois que pour le budget, il est précisé qu'on puisse aller jusqu'à 10 minutes d'intervention pour les groupes, et ensuite une reprise éventuelle de parole. Bien évidemment, nous n'allons pas faire comme à l'Assemblée nationale, un chronomètre qui va se mettre à défiler, mais l'idée c'est d'avoir une méthode respectueuse de la majorité et des minorités pour que le conseil municipal ne dure pas un temps infini et sans frustrer qui que ce soit. Aujourd'hui, si on avait regardé sur beaucoup de délibérations, vos questions sont largement en dessous des 5 minutes. Et ensuite, les prises de parole, les reprises de parole, je ne crois pas, ont dépassé les 2 minutes. Et ce qui est important, par exemple, sur le premier sujet qui était le compte administratif et le compte de gestion, nous avons là encore laissé un temps d'échange plus long compte tenu de l'importance de ces délibérations. Voilà, je crois avoir résumé. Marianne, je ne sais pas si j'ai oublié des choses sur ce règlement, sur les parties les plus importantes. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce règlement intérieur? Roger. Ce que vous venez d'énoncer, c'est une modification du règlement tel qu'il est écrit et qu'on nous a remis le document. Non, je ne crois pas. Sur les délibérations liées au budget, il est prévu que le temps soit déjà rallongé. J'ai perdu encore mon papier. Pardon. Moi, ce que j'ai noté, c'était 5 minutes par délibération. Donc, vous annoncez 5 minutes pour chacun des groupes, plus 10 minutes, enfin plus... Comme vous l'avez lu avec attention, et que je suis très démocrate, je n'ai même pas précisé pour chacun des groupes. Si, vous venez de le préciser à l'instant. Oui, mais ce n'est pas écrit. Alors, c'est pas écrit. Et puis 10 minutes concernant les débats budgétaires. Oui. D'accord. Donc ça c'est pas dans le règlement qui nous a été remis. Pour moi, si. Mais si ce n'est pas le cas, on le modifiera en ce sens. D'accord. Et concernant les amendements, puisqu'il faudrait... Ce qui était demandé, c'est de les remettre avant. Les amendements qui sont déposés donc en cours de séance soient pris en compte. Les amendements qui sont déposés 24 heures avant la séance sont examinés de droit. D'accord, mais c'est 24 heures avant. Là, c'est ici en cours de conseil municipal, il y a un amendement qui est déposé. Non, ça, on ne peut pas. Voilà. Le document que vous avez, il me semble bien, je m'étonnais, mais dans l'article 24, droit de parole, c'est précisé lors du débat d'orientation budgétaire, du débat général sur le budget primitif, du débat général sur le compte administratif, il est établi que le temps de parole est limité à 10 minutes maximum. Pour moi, c'est le document que vous avez reçu. En tout cas, c'est le document sur lequel nous allons délibérer. Pour ce qui est des amendements, il faut les soumettre avant pour qu'on puisse les analyser et les intégrer ou pas, mais on ne peut pas les intégrer en séance. Il y a toujours un diable qui se cache dans un détail. Ok. Article 24.1, Roger, sur le temps de parole. Oui, 24.1. Frédéric, pardon. M'entendez? Je vais reposer, en fait, je vais refaire mon observation concernant certaines attributions, par exemple de subventions
aux associations, j'aurais aimé, j'avais dit, qu'il y ait une présentation synthétique de l'association, un parcours, parce que délibérer juste sur une petite feuille comme ça, c'est un petit peu hasardeux. Enfin, quand on ne connaît pas, et évidemment, moi je ne vais pas donner un avis. Voter, c'est donner un avis quand même. Ça ne relève pas ça du règlement intérieur? Non, mais dans le dossier, j'aimerais bien effectivement qu'on puisse... ça pourrait Alors, il y a des règles qui s'appliquent différemment suivant le montant de la subvention. Non, pas le montant, les associations, simplement. Non, mais je sais bien. Oui. Mais lorsque nous avons une délibération d'une subvention supérieure à 23 000 €, si ma mémoire ne me fait pas défaut, nous avons en même temps que la délibération un contrat d'objectif à délibérer ou une convention à délibérer avec la dite association. Pour les associations qui ont un montant de subvention inférieur à 23 000 €, on est sur des sujets plus allégés. Après, si dans un premier conseil municipal, avant de les revoir très régulièrement, vous voulez qu'on prenne un peu plus de temps pour vous dire, notamment sur les associations de droit commun, parce que je pense que l'énorme majorité des associations émargeant à la politique de la ville, vous les connaissez aussi bien que moi, on pourra prendre le temps de les présenter. Et ensuite, la transparence due aux élus et au conseil municipal et aux trésoriers payeurs fait que les associations qui sont présentées en conseil municipal ont fourni le procès verbal de leur assemblée générale et leur bilan avant qu'ils soient présentés leur bilan financier, et en assemblée générale, vous savez comment ça marche, il y a tous les votes qui dussent donner au préfet, etc. Donc il y a un travail fait par les services au préalable avant qu'une subvention à une association vous soit présentée. Par contre, quand on vous présente, peut-être une fois pour toutes, si j'ose dire, les associations pour lesquelles on vous appellera à délibérer, je l'entends et on va essayer de le faire. Mais comme on les fait souvent tout ensemble, ça risque de rallonger un peu les débats. Peut-être qu'on fera un mixte où on donnera le nom de l'association et s'il y a besoin d'un éclaircissement, vous nous le demanderez et on aura les éléments sous la main. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça fait pas partie du règlement intérieur. Comment ? C'est pas un sujet règlement intérieur, c'est un sujet... Non, mais ça pourrait être un sujet de s'obliger à donner... Non, mais j'entends. De toute façon, à chaque délibération, vous pouvez poser des questions et nous avons obligation d'essayer de vous y répondre. Et pareil, je vous invite aussi à essayer, je le redis, de venir en commission dans lequel là l'administration a tous les documents sous les yeux, notamment les comptes rendus d'assemblée générale, etc., qui ont permis à l'administration de nous présenter une délibération de subvention d'une association, parce que si ce n'était pas le cas, nous pourrions être rattrapés par la patrouille du trésorier payeur qui refuserait de payer la dite subvention. Sur le règlement intérieur proprement dit, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu as retrouvé, Roger, le 24.1? Oui, mais ce que j'ai... C'est à la fin, il y a deux parties. Je l'ai, mais après, afin de permettre le bon fonctionnement de l'Assemblée, les interventions ne doivent pas excéder 5 minutes par délibération. Donc, moi, oui, quand je lis ça... mais un peu plus bas. Oui. Un peu plus bas. Deux paragraphes plus bas. Oui. En fonction de la complexité des sujets traités, le maire pourra proposer de fixer un temps d'intervention plus long pour permettre un débat adapté, oui. Et encore un peu plus bas, lors du débat d'orientation budgétaire, du débat général sur le budget primitif, du débat général sur le compte administratif, il est établi, donc là c'est même pas le maire qui pourra, c'est proposé, il est établi que le temps de parole est limité à 10 minutes maximum. Tu as le même document ou pas? Oui, c'est le même document, ouais. Donc on est bon. J'ai pas la même lecture, mais... Oh bah, c'est pas ce qu'il faut. C'est 5 minutes quand c'est pas très important, un peu plus si ça l'est, et 10 minutes si c'est les budgets. C'est qui peut le plus, peut le moins. Donc, et là, c'est 5 minutes en général, et c'est ce que tu posais dans ta question d'ailleurs, sur le budget, c'est 10 minutes. Ce qui, franchement, même avec ChatGPT, il faut lui préciser 10 minutes, c'est long. Hein. On est bon sur le... Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient,
Alors, cette délibération est adoptée avec 1 contre et 6 abstentions. Marianne, pour une délibération probablement la plus importante, si j'ose dire, de ce conseil municipal, celle de la mise à jour des règlements des tarifs autour de l'école. Oui, alors du coup la plus importante, ça serait la suivante. Celle-ci vient préciser les modalités de mise à jour du règlement des activités applicables à partir du 1er septembre prochain. Et on prévoit plusieurs évolutions tarifaires et organisationnelles. Tout d'abord, la modification proposée concerne la facturation basée sur le TPI, donc le taux de participation individualisé pour les familles non domiciliées à Clichy-sous-Bois, ayant un enfant scolarisé dans un dispositif qui s'appelle Ulysse. Et ces familles, en général, n'ont pas choisi en fait, de venir dans nos écoles. C'est parce que les villes concernées n'ont pas de classe Ulysse sur leur territoire. Et du coup, on propose l'application du TPI également à la fratrie de ces enfants si jamais la famille demandait un regroupement, un rapprochement de fratrie. Et par ailleurs, on propose également l'intégration dans le règlement de la facturation des repas des enseignants qui ne participent pas à l'encadrement durant la pause méridienne, ce qui me paraît tout à fait normal. Est-ce qu'il y a des questions sur cette mise à jour? Non. Du coup, je laisse mettre au voix. Merci. Je mets au voix une délibération quand même importante, parce que les enfants Ulysse subissaient une inégalité. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie chaleureusement. L'autre délibération. Du coup, vous le savez, le soutien au pouvoir d'achat des familles, du pouvoir d'achat des familles et la lutte contre les inégalités constitue une de nos priorités de notre action municipale. À ce titre, la gratuité de la restauration scolaire pour les familles les plus modestes est une mesure phare de notre programme pour lequel nous avons été réélus. Elle traduit notre volonté de ne laisser aucun enfant de côté en garantissant à chacun l'accès à un repas équilibré, quelles que soient les ressources de sa famille, tout en apportant une réponse concrète à la hausse du coût de la vie. La restauration scolaire, bien qu'elle constitue un service public facultatif, fait l'objet d'une tarification que vous connaissez, puisqu'elle est modulée en fonction des ressources de chaque famille, grâce au taux de participation individualisé, comme expliqué dans la précédente délibération. Depuis 2019, la ville applique un taux de participation individualisé calculé selon le quotient familial de chaque famille afin de garantir une tarification plus équitable des activités à la fois périscolaires mais également extrascolaires. Afin de faire face à l'évolution des coûts tout en préservant la qualité du service, une revalorisation moyenne de 2%, comme tous les ans, est proposée à compter de la rentrée 2026-2027. La participation des familles reste évidemment comprise entre 16,10% et 70% du tarif plein, avec la gratuité, mais je vais y venir, pour les familles les plus modestes. Les tarifs majorés pour les repas sans réservation sont maintenus. Donc une famille qui ne réserve pas un repas et qui demande le jour même que l'enfant puisse manger à la cantine et sera maintenu à 4 €. Et les repas réservés mais annulés continueront d'être facturés sur la base du TPI de la famille. Et pour les bénéficiaires de la gratuité, évidemment qu'on s'est posé la question, parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est gratuit pour que on puisse permettre à ces familles de ne pas réserver. Du coup, l'idée, c'est que quand une famille réserve un repas qui est gratuit, mais que l'enfant ne mange pas le repas, on puisse appliquer non pas 4 € mais 1 € afin de responsabiliser les réservations. Et vous le savez, c'est un process qui est assez compliqué à chaque rentrée scolaire, où on a des familles qui ont encore du mal en fait avec le portail famille pour réserver les repas à l'année ou à la semaine selon la volonté de chacune des familles. Enfin, le tarif des repas des enseignants sont intégrés à la présente délibération avec le maintien de la gratuité pour les adultes qui encadrent
qui assure l'encadrement des enfants durant la pause méridienne. Du coup, c'est une délibération extrêmement importante pour nous puisqu'elle vient dès la rentrée mettre en application une des mesures qu'on a proposées au Clichois dans le cadre de notre programme de campagne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tout d'abord, bravo pour cette délibération. Je pense que si j'avais été maire, j'aurais fait la même chose. C'est vraiment une belle chose qui est mise en place pour que tous les enfants puissent manger convenablement à l'heure du midi. Toutefois, j'ai quelques interrogations. Tout d'abord, dans les écoles où nous avons déjà 2 services de cantine, comment ça va se passer? Parce que je suppose qu'il va y avoir plus d'enfants avec la gratuité, puisque vous avez parlé de 250 enfants qui Alors c'est exactement 220. 220 oui. qui pourront bénéficier de ce service. Donc voilà, comment ça va se passer? Et au niveau du personnel d'encadrement, parce que je sais que des fois il y a des difficultés à trouver du personnel d'encadrement pendant ce temps de cantine. Donc comment vous allez faire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les choses? Parce que on a déjà, pour la plupart des écoles, 2 services au complet. Donc comment mettre en place éventuellement un 3e service, qui me paraît peu probable, et comment faire pour avoir du personnel supplémentaire? Effectivement, la gratuité va peut-être, et aujourd'hui on ne sait pas le quantifier, augmenter de très peu, puisque les familles qui sont concernées par la gratuité, c'est celles dont le TPI est aujourd'hui à 16 ans. Du coup, c'est ceux qui payent aujourd'hui 60 centimes qui se verraient avoir le repas gratuit. Néanmoins, dans l'organisation des temps de cantine dans les écoles, effectivement, si jamais cette mesure se poursuit par une augmentation exponentielle du nombre d'enfants inscrits, nous mettrons tout en œuvre pour assurer à la fois, comme vous l'avez souligné, l'encadrement, parce que c'est important que chaque enfant puisse manger dans de bonnes conditions et qu'on ne soit pas amené à les précipiter pour manger, pour permettre à d'autres d'arriver. Là, pour le coup, je ne suis pas sûre qu'on puisse arriver à 3 services dans les écoles. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marianne. Je suis sûre qu'on n'y arrivera pas à 3 services. Mais comment tu fais, comment tu choisis les enfants qui mangeront à la cantine ou qui ne mangeront pas? On les choisira pas, on se donnera les moyens. D'abord, en déplaise à certains, la baisse démographique est réelle. Le nombre d'enfants aujourd'hui inscrits dans les enfants de Clichy-sous-Bois a largement baissé et continue à baisser. Ouais. Donc, et les familles qui partent sont de tous milieux sociaux, où, compte tenu des démolitions aux chaînes pointues, du temps que prend le relogement, nous avons dans beaucoup d'écoles une baisse des effectifs. Donc une partie des enfants qui potentiellement viendraient en plus seraient, je crois, souvent, parce qu'on n'a pas de baisse réelle de la population, on a une baisse du nombre d'enfants. Mais pas une baisse de cantiniers. Pardon? On n'a pas de baisse d'enfants qui mangent à la cantine. Ça dépend des écoles. On a des écoles où ça baisse, mais ça, on ne peut pas le quantifier. C'est une mesure juste, d'équité, dont on se donnera les moyens. Autant j'ai estimé, même si c'est peut-être louable, que nous n'étions pas capables, mais moi je suis contre la mesure d'une gratuité totale des cantines. Ça, nous n'aurions pas été capables de l'absorber, d'abord parce que je pense que c'est pas juste. Nous avons un taux d'effort et ça c'est juste. Ne pas faire payer ceux qui ont le moins, ça c'est juste et c'est équitable. Si nous avons une augmentation des enfants, eh bien on s'en donnera les moyens, tant en termes d'encadrement qu'en termes d'organisation. Nous avons d'abord le pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier qui n'est pas encore ouvert et qui va être quand même, et aujourd'hui nos estimations fait qu'on sera très très loin du taux maximum d'accueil. Donc oui, on a un gros travail qui est mené en ce moment de carte scolaire et de mouvement d'enfants qui sera présenté. Oui, mais on ne va pas déplacer les enfants d'une école à une autre pour aller manger à l'UBC. Ah non, c'est pas ce que je dis. On va déplacer les enfants d'une école à une autre pour faire leur scolarité et manger. Il y a aujourd'hui des écoles dont les effectifs baissent, et ça c'est le travail que l'on mène avec des statisticiens et nos équipes sur la carte scolaire. Il faudra que l'école Paul Vaillant-Couturier
accueille une partie importante des enfants du cœur de ville, ce qui aura pour conséquence de baisser le nombre d'élèves à Paul Vaillant-Couturier, à Paul Langevin, à Paul-Éluard et ailleurs. Ensuite, on aura des mouvements de cœur pour bien expliquer les règles. En attendant, c'est plus de 200 familles clichoises, plus de 200 enfants clichois qui vont passer de 60 centimes par repas à 0. Et si c'est plus, eh bien tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont en profiter, et c'est notre responsabilité de faire vivre une délibération aussi juste, et on le fera, et je peux vous assurer que ce soit en école maternelle ou en école élémentaire, eh bien les personnels seront heureux de voir plus d'enfants fragiles pouvoir manger à leur faim. Mariam, si tu voulais rajouter. Globalement, tu as assez bien redit l'impact, et notamment sur la précarité numérique. Aujourd'hui, à la rentrée scolaire, il y a des agents qui sont devant les ordinateurs du service tarifaire pour accompagner les familles qui ont besoin pour faire la réservation de repas. Des erreurs, ça existe. Et pour certaines, elles ont été effacées parce qu'il y a une délibération qui est venue proposer l'exonération de ces erreurs. Du coup, là, vous parlez de 450 €. Enfin, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît et en fait, j'aime pas vous voyez les gens que je connais. Mais 450 €, une facture de cantine à Clichy-sous-Bois, ça existe presque pas. Enfin, je ne sais pas quelle famille peut payer une facture 450 € à Clichy. Alors, soit c'est plusieurs mois, mais c'est pas un mois pour 2 ans. Et par ailleurs, sur la gratuité, on ne va pas y revenir. Enfin, aujourd'hui, on permet à ceux qui en ont le plus besoin de bénéficier de ce repas gratuit. Après, oui, il y a des villes qui le généralisent à tous les habitants, c'est leur choix politique. Qui augmente les pénalités en général. Oui, enfin, nous, notre position, c'est celle-ci et nous l'assumons. Il y a pas de sujet. Voilà. Est-ce que je mets aux voix? Oui. Allez, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie très très chaleureusement de chaque côté et moins un contre. La délibération suivante. Nous avons délibéré pour la subvention à l'association L'Étoile du Berger lors d'un précédent conseil municipal et nous n'avons pas remis la somme de l'année antérieure. Il y avait une erreur lors de cette délibération. Nous avons voté 6 000 € au lieu des 9 000 € qui étaient prévus compte tenu des actions portées par l'association L'Étoile du Berger, que je peux rappeler. Il y en a eu il y a quelques jours à l'espace 93. Et donc nous vous proposons de voter le complément de 3 000 € lors de cette délibération. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 7 abstentions. 6 ou 7, pardon. Roger, tu t'es abstenu ou pas? Non. Donc 6 abstentions. On en a parlé tout à l'heure, le tiers-lieu commence à prendre son envol. Jusqu'à présent, nous n'avions pas mis en place de tarifs des consommations, mais nous vous proposons de mettre en place des tarifs modestes, mais là encore, la gratuité n'est pas juste. Et donc, nous vous proposons une délibération, le café à 50 centimes, le double café à 1 €. Faut mieux prendre un double. Le café allongé 50 centimes, le thé standard 50 centimes, les thés spéciaux 1 €, le chocolat chaud 1 €, les boissons fraîches 1 € et les encas en sachet 20 centimes. C'est une première délibération, il y en aura probablement d'autres en fonction de la dynamique du tiers-lieu. Pour lequel nous reviendrons vers vous, mais ça nous permet, de créer une régie et de commencer, non pas à faire des recettes, c'est pas l'objectif, mais de mettre en place un certain nombre de règles et permettre un accueil pour les personnes qui viennent, je le redis, ce lieu a un Wi-Fi de qualité pour pouvoir travailler, se poser. On a besoin de lieux de convivialité à Clichy, et c'est vraiment l'esprit qu'on a souhaité
lors de la création de ce tiers-lieu à l'intérieur du conservatoire, donc de la convivialité, mais aussi de la perméabilité. Ce tiers-lieu, il est devant le nouveau square, devant les brumisateurs, donc l'idée c'est aussi de faire découvrir le conservatoire et permettre aux parents des enfants du conservatoire de passer la porte, parce qu'il y a une porte de chaque côté, et de venir se poser lorsqu'ils attendent leurs enfants. Et de rencontrer d'autres familles qui ne viennent pas forcément au conservatoire. Ce lieu aura aussi un certain nombre d'événements culturels. Il y a une exposition qui a été deux expositions maintenant qui ont été présentées. Une exposition Banlieue Chérie, qui était la version réduite de l'exposition du musée d'histoire de l'immigration, et là une exposition photo d'élèves et de professeurs de notre conservatoire qui était très réussie. Y a-t-il des questions à la Pas encore. Toujours pas. Oui, super, merci. Sachant que vous voulez limiter le temps de parole, est-ce que vous allez limiter le temps de présence dans ce lieu, monsieur le maire? C'est ma première question. La vraie question, c'est que j'ai constaté que les horaires d'ouverture n'étaient pas indiqués. Quand est-ce que vous avez l'intention de l'afficher afin d'informer les habitants? Et sachant que les élus d'opposition n'ont pas de locaux, peut-être qu'on pourra passer du temps dans ce lieu. Merci. Alors, oui, évidemment, sur les horaires, là encore, comme on est dans une phase d'ajustement, on essaye de trouver des horaires qui correspondent aux usages, pour ne pas avoir des agents dont on parlait tout à l'heure, présents dans le lieu sans personne. Donc on est en train de s'ajuster. On avait commencé sur un horaire d'ouverture à 15h, 19h, et puis là on est plutôt vers un 16h, 20h, parce que c'est plus intéressant d'avoir du monde. Des horaires aussi, le week-end, le samedi notamment, un peu différentes. Donc laissez-nous quelques semaines d'adaptation, de passer un été, mais nous avons prévu un affichage des horaires, bien évidemment, dans ce lieu, et une volonté d'y accueillir. Vraiment, c'est un lieu multigénérationnel. Vraiment, après, on verra si ça prend, hein, mais je pense que vraiment, si on arrive à y faire des activités, mais aussi, c'est ce que j'ai décrit, moi, quand j'essayais d'expliquer ce que je voulais. Alors, je suis désolé de citer une marque, mais une espèce de Starbucks sympathique à Clichy-sous-Bois, où tout le monde peut se poser, passer du temps, regarder son internet, ou simplement prendre un café avec des amis, sans aller au McDo ou ailleurs. Je pense que c'est vraiment notre objectif. Donc voilà, laissez-nous ajuster, et très vite on affichera les horaires, bien évidemment. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante, une délibération traditionnelle, c'est la convention annuelle de subvention attribuée par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à la ville de Clichy pour le fonctionnement de l'espace 93. Donc le département nous accompagne toujours environ avec une somme de 45 000 euros, 43 650 euros très exactement. Alors dans les programmes habituels, il y a notamment Africolor qui fait partie de notre partenariat. Il y a aussi Banlieue Bleue, et puis d'autres programmes de création en direction du jeune public. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. La délibération suivante, c'est la signature du contrat de résidence de La Fontaine aux images à Clichy-sous-Bois, une subvention là encore qui est habituelle. Donc La Fontaine aux images a un certain nombre d'actions, de création, mais aussi de partenariats avec nous dans le programme ACT, notamment l'accueil des élèves temporairement exclus, et donc la subvention proposée par la ville à La Fontaine aux images est de 14 000 euros. Y a-t-il des questions? Monsieur
Monsieur Chevreux, Frédéric. Je suis désolé, je crois que la clim est tombée en panne. Bon. Oui, alors c'est un commentaire plus qu'une question par rapport à la Fontaine aux Images que je fréquente et dont j'apprécie les actions. Voilà, ceci étant, j'ai quand même fait moi des constats depuis pas mal de temps. Je constate quand même que c'est un lieu qui est extrêmement fragile, précaire. Le chapiteau, j'en connais un rayon là-dessus, me paraît plus que dépassé. Je demande d'ailleurs comment on peut encore accueillir des artistes sous une toile aussi usée. Les conditions de travail aussi des agents, enfin des salariés en l'occurrence, c'est pareil, c'est plus que limite. L'hiver, j'y suis allé à plusieurs moments, là cet été, n'en parlons même pas. Je trouve que c'est pas des conditions normales en fait qui respectent le code du travail, et donc je pense qu'à un moment donné, ce lieu étant a fait ses preuves. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion pour l'accompagner sur l'investissement qui devrait s'opérer, je pense. Voilà mon humble avis. Et parce que c'est un lieu aussi qui permettrait de renforcer l'animation, puisqu'à côté, on y refait le parc de la mairie et qu'il a tout son rôle à jouer à cet endroit-là. Voilà, merci. Merci de cette déclaration de soutien et d'inquiétude. D'abord, je la partage. C'est pour ça qu'on travaille d'arrache-pied avec l'association sur son avenir. Par exemple, le festival Toile sous Toile, qui est subventionné par la ville, n'a plus lieu au chapiteau, mais ici, compte tenu de la qualité de cet endroit. Et pour, si vous le fréquentez, un certain nombre de choses sont sorties. On réfléchit avec la Fontaine aux Images depuis de nombreuses années sur l'avenir, et notamment dans le cadre du programme Cœur de Ville. Moi j'étais très favorable, et je continue à l'être, à une réflexion autour d'un Magic Mirror, un théâtre en bois, enfin quelque chose de différent, une nouvelle Your plus grande ou quelque chose. Donc on a une réflexion, on a aussi une réflexion au-delà de Toile sous Toile, avec la Fontaine aux Images. Vous savez que ce conservatoire était prévu pour être un conservatoire de musique, de danse, d'art plastique et d'art dramatique. Compte tenu de la fonction art dramatique que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de mettre en place dans ce conservatoire, parmi les idées, mais là encore je ne vais pas l'imposer, c'est un travail partenarial que nous avons avec la Fontaine aux Images, c'est la possibilité qu'un certain nombre de leurs activités continuent à se développer ici, y compris peut-être qu'un jour leur résidence s'installe ici. Donc voilà, je ne vais pas vous dire ce sur quoi on va conclure, parce que c'est un travail que l'on mène très très souvent avec l'association. Pour la partie Fontaine aux Images, il y a l'autre partie 360 degrés, et la map, etc., la ressourcerie. Donc on travaille avec les deux bras de l'association, avec Céline, avec Mehdi, et maintenant Mohamed, parce qu'il suit les sujets d'économie sociale et solidaire. Enfin, je ne vais pas dire autre chose que ce que vous dites, vous avez raison, mais par contre, ne pensez pas que ça ne nous préoccupe pas aussi et qu'on n'y travaille pas. Néanmoins, évidemment, si le chapiteau est toujours ouvert, c'est que nous avons eu un avis favorable de nos amis les pompiers, et que la commission de sécurité est passée et il y a 2 mois, et nous a permis de continuer à utiliser le lieu. Sinon, nous aurions pris d'autres dispositions. Y a-t-il d'autres questions? Non? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. La convention de partenariat entre le groupe de recherche ACHAC et la ville de Clichy-sous-Bois. Le groupe de recherche ACHAC, pour ceux qui ne les connaissent pas, hein, c'est une association d'historiens présidée par Pascal Blanchard, que vous connaissez. Et ils ont un fonds qu'ils ont proposé à un certain nombre de collectivités, d'anciennes expositions, de livres, de vidéos qu'ils ont créés. Et ils ont proposé d'acheter ce fonds pour une somme relativement modeste compte tenu de tout ce qu'on a acheté, 1 500 €. Et par exemple, ce fonds sera pour une partie importante mis dans le tiers-lieu pour être visualisé ou emprunté par les Clichois. Y a-t-il des questions? Non? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je ne l'ai pas dit, hein, mais le groupe ACHAC a été un des artisans de l'exposition sur les JO au Musée national de l'histoire
de l'immigration, c'est vraiment un partenaire de grande qualité et qui font des choses très, très importantes. Ils ont participé au documentaire Tout simplement noir, par exemple, qui est un documentaire de grande qualité. Et dans le paquet, on a eu plein de vidéos de ce documentaire. Modification des études et du règlement intérieur du conservatoire. Donc nous sommes en train de rédiger, mais je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, le nouveau conseil d'établissement du conservatoire à rayonnement communal Quichois, Gilbert Klein, j'ai toujours du mal à dire le nom. Et donc ce règlement prend en compte ce que je vous disais tout à l'heure, l'arrivée d'un directeur adjoint, parce que c'est demandé par la DRAC si on veut conserver les subventions, le poste d'accueil des enfants porteurs de handicap notamment. Ce document, ce nouveau règlement intérieur a été présenté en ma présence aux parents et aux professeurs lors d'un conseil d'établissement il y a quelques jours. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Mise à jour des tarifs du conservatoire et ajout d'un atelier sonore pour personnes en situation de handicap. J'avais oublié qu'il y avait cette délibération, donc je ne le redis pas. Vous avez, donc, vous le savez, notre conservatoire a maintenant intégré la tarification avec le taux d'effort. Là encore, c'est une obligation, mais nous sommes... tous les conservatoires ne le font pas, et donc notre nombre d'élèves a augmenté, et notamment les élèves issus de familles modestes. Je pense que entre le conservatoire des années 2000 et le conservatoire d'aujourd'hui, nous avons énormément progressé. Alors évidemment avec l'arrivée au centre-ville, mais au-delà de ça, il suffit de venir au récital, aux différents récitals, que ce soit en musique et en danse, en musique classique et en danse classique, pardon, comme en modern jazz, pour voir à quel point nos élèves ont changé et ils sont à l'image de Clichy-sous-Bois, ce dont nous pouvons tous nous réjouir. Nous avons donc légèrement augmenté les tarifs pour ne pas les augmenter trop fort en une fois. Il vaut mieux les augmenter régulièrement, très légèrement. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée à l'unanimité, moins un contre. La délibération sur les coups de pouce vacances. Maliméziane. Donc, pour cette année, la ville reconduit le dispositif coup de pouce vacances qui a été lancé en 2025 à la suite des assises de la jeunesse de mars 2023. Et lors de ces assises, ils avaient fait ressortir que la mobilité était une priorité et il s'adresse exclusivement aux Quichois de 18 à 25 ans et vise à soutenir des projets de vacances et de découverte en favorisant la mobilité nationale, européenne ou internationale. L'enveloppe est fixée à 10 000 €. Donc les jeunes constituent un dossier comprenant présentation du projet, budget prévisionnel avec devis, justificatif administratif et une lettre de motivation adressée au maire. Les dépenses couvertes incluent l'hébergement, le transport, les activités culturelles, le traitement et l'alimentation. Chaque candidature est accompagnée individuellement par un référent au petit lien qui prépare le jeune à la commission de sélection. Cette commission évalue les dossiers sur des critères sociaux, la cohérence et la faisabilité du projet, la motivation et l'implication dans les dispositifs municipaux. En contrepartie, chaque bénéficiaire s'engage à effectuer 10 heures de bénévolat et à produire un bilan de séjour. Une cérémonie de remise des aides est organisée à l'orangerie en présence des jeunes, de leurs familles et des élus. Si vous avez des questions. Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je passe la parole à Zaya pour une délibération extrêmement importante, le projet éducatif territorial, mais compte tenu de l'heure, peut-être une présentation très courte. Je vais aller vite.
Alors donc effectivement, la ville de Clichy-sous-Bois propose d'adopter un nouveau projet éducatif de territoire pour la période 2026-2030. Ce document, élaboré en concertation avec la communauté éducative, vise à renforcer la réussite éducative des enfants en tenant compte des évolutions des dernières années et en articulant les actions éducatives avec les cités éducatives, le contrat de ville et la convention territoriale globale. Le conseil municipal est donc invité à approuver ce nouveau projet éducatif de territoire et à autoriser Monsieur le maire à signer les conventions afférentes. Merci. Ça, c'est vraiment la version courte, mais c'est ça. Y a-t-il des questions? C'est pas un projet éducatif qui a largement modifié celui qui était précédent, mais il était important de le retravailler. Je veux saluer le travail qui a été mené et par les équipes et par les élus pour ce nouveau projet qui nous permet de faire valoir des aides financières, notamment de la CAF, mais pas seulement. Pas de questions? Je me vois. Pardon, Frédéric. Ce PEDT m'intéresse. Est-ce qu'il y a une version un peu plus précisée sur certains aspects? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez... une demi-page, et je voulais savoir s'il y avait des choses beaucoup plus développées, notamment sur toutes les... Zaya. Oui, bien sûr. Oui, alors effectivement, c'est un projet qui a pris en compte, notamment, comme vous le savez, depuis 2020, on est sous le label Cité éducative. Et ce nouveau projet, en tout cas, tient compte aussi de ce label et de ce qu'il peut apporter en termes d'action et de coordination entre les différentes actions éducatives qui sont portées dans la globalité et dans l'ensemble de la ville. Et ce travail a été mené aussi conjointement, surtout avec et dans le cadre de la convention globale de territoire, la convention territoriale globale, j'ai inversé, et notamment les subventions qui nous sont aussi allouées au travers du contrat de ville. Voilà, donc ça a été un travail vraiment de concertation avec tous les acteurs éducatifs du territoire qui a donc produit ce projet éducatif de territoire. Merci. Je crois qu'il y a un document plus gros que celui qui vous a été transmis. Et est-ce qu'il y a des remarques qui m'étonnent? Non, mais bien sûr, on va vous le faire parvenir, par mail, la version totale du... Et alors, on peut aussi vous faire passer la CTG, mais qui dépasse largement les questions éducatives. Mais on peut vous faire passer et la CTG et le PEDT. C'était important de le dire. Pardon. On est tous un peu fatigués. Je crois que je l'ai pas mis au bout. Non. Qui est contre le PEDT? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Il y a une série de délibérations de relations entre la ville de Clichy et nos associations ou entreprises qui accueillent les petits enfants. Linda. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver une convention de la mise à disposition de locaux au profit de l'association CERF, gestionnaire du multi-accueil d'ici et de là, d'une capacité de 35 places pour les enfants de 18 mois à 3 ans, résidant à Clichy-sous-Bois. Les locaux concernés sont situés à Allais-Maurice-Audin, au sein du pôle éducatif Paul Valencouturier, la fameuse crèche qui a été évoquée par le maire au début de séance. La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Compte tenu de la mission d'intérêt général assurée par l'association, cette mise à disposition est accordée à titre gratuit. La ville prendra également en charge les fluides nécessaires au fonctionnement des locaux. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention correspondante. Y a-t-il des questions? Samia. C'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Bon, déjà, je suis extrêmement contente que le multi-accueil puisse avoir des locaux dignes de ça, parce qu'ils ont vécu des moments assez compliqués
dernièrement avec les inondations au sein du CERP et la fermeture dans la précipitation et puis le fait de ne pas pouvoir accueillir les enfants. Donc je suis contente, j'espère que j'aurai l'occasion de visiter les nouveaux locaux parce que c'est une très très belle association qui a commencé sur Anatole France, qui est arrivée ensuite aux Chênes Pointus et maintenant qui arrive à PVC et qui font un travail plus que formidable. J'en profite pour vous inviter de mémoire le samedi 12 septembre à l'inauguration du pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier dans lequel sera accueilli le CERP et il y aura évidemment une visite de la totalité des locaux à cette occasion. Je mets au... Si je ne me trompe pas, c'est le CERP qui s'appelait à l'époque Square, qui était Anatole France et qui avait été mis en place par Claude Dillin. Claude et Claudie Chevoldaef. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc c'est important de le souligner. Je pense qu'aujourd'hui, je serais content de voir que le CERP continue à exister sur Clichy-sous-Bois et dans de très beaux locaux. Pardon? De très beaux locaux, oui, chacun gère ses propres contradictions. Non, on peut avoir des beaux locaux, mais peut-être avec un montant moins important. C'est pas parce qu'on paye cher que automatiquement ce soit bon. Ah mais on n'a pas payé cher. C'est ça le problème. C'est alors que on n'a peut-être pas la même notion de cher. On a payé malheureusement le juste prix compte tenu de la guerre en Ukraine. Et vous n'avez pas choisi, vous avez choisi l'entreprise la moins disante. Et lorsque nous avons choisi lors du jury d'architecture, nous avons aussi choisi le projet le mieux pour l'accueil des enfants. Je me rappelle, il y avait un projet que je trouvais plus beau, avec une plus belle façade sur l'allée Morissonin, mais qui était moins bien pour les enfants. Et là encore, ce projet où il y avait une très grande verrière qui ressemblait à une gare sur l'allée Morissonin coûtait beaucoup plus cher que celui que nous avions choisi au moment du jury d'architecture. Donc la seule solution pour avoir un projet moins cher, ça aurait été un projet moins écologique qui aurait démoli la totalité de l'école Paul Vaillant-Couturier. Nous avons fait un choix économique et écologique avec beaucoup de réemploi. Même les tables de l'école vont réutiliser les plateaux des anciennes tables de l'école Paul Vaillant-Couturier historique. Donc je ne crois pas, même si je n'étais pas présent à la CAO, que vous ayez fait le mauvais choix. Vous avez fait le choix le plus pertinent dans une crise grave qui était la guerre en Ukraine. Donc qui est contre la convention de mise à disposition de locaux gratuitement au CERP? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On continue avec la halte d'accueil Alpha Bébé. Je salue Monique qui est tout là-haut, je l'ai reconnue de loin, la présidente de l'ASTI, et pour le travail remarquable qui est fait à la fois sur la halte d'accueil multi-Alpha Bébé, mais pour toutes les actions, notamment le français, l'apprentissage du français. Linda, je pense que tu peux les regrouper. Si vous en êtes d'accord, on fait une présentation groupée. Alors, ces 6 délibérations s'inscrivent dans la continuité de notre engagement en faveur de la petite enfance. À travers ces conventions, nous poursuivons notre travail pour garantir des solutions d'accueil aux familles de Clichy-sous-Bois. Elles permettent de consolider les places existantes, d'accompagner le développement de certaines structures et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'accueil. Le mode de calcul des subventions a été revu en 2025 afin d'assurer une meilleure visibilité du financement des établissements d'accueil du jeune enfant. Ce dispositif est maintenu en 2026 avec un montant global de subvention de plus de 731 000 €. Cet investissement important témoigne de notre volonté de proposer aux familles une offre d'accueil de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins de chacun. Je vous propose donc d'approuver ces conventions et d'autoriser Monsieur le maire à les signer. Y a-t-il des questions? Samira. Juste apporter des informations supplémentaires puisque j'ai été élue à la petite enfance de 2008 à 2026 quasiment. 2025, pardon. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que je me satisfais de ce bilan-là, puisque quand j'ai pris la délégation de la petite enfance, nous n'avions que 60 berceaux, et aujourd'hui, nous en avons 236, sans compter les 35 du CERF. Et je trouve que c'est un très bon bilan. Merci. Merci.
Donc on va les prendre une par une. Alpha bébé, qui est contre, qui s'abstient, une abstention. Donc unanimité moins une abstention. Et Dunia qui ne prend pas part au vote. Pardon. NPPV. Ensuite, la maison Kangourou, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci. Ensuite, le CERP, cette fois-ci, non pas pour les locaux, mais pour la subvention, enfin l'achat de berceaux, pardon, pour 92 950 €, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Pour la crèche, pardon, énergie multi-accueil pour 75 150 €. Il y a un ne prend pas part au vote, qui est contre, qui s'abstient, une abstention, unanimité. Pour la crèche Crescendo, il y en aura deux. La passerelle, y a-t-il des questions? Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Et enfin pour l'accueil Émile Zola dans le cadre du projet Ici Enfance que nous avons construit avec l'ANRU pour 106 000 €, qui est un magnifique projet Emeridiam et qui continue à se développer partout en France. Et c'était bien d'avoir un partenaire financier qu'on a été chercher quand on était en responsabilité au gouvernement, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. On va passer à la Lego League. Zaya. C'est bon, ça marche? Ouais. Effectivement, hein, nous avons accueilli il y a peut-être un mois et demi une compétition de Force Lego League à l'Espace 93. Et 3 équipes scolaires de Clichy-sous-Bois, dont l'école Maxime Aurier, Jean Jaurès 1 et le collège Romain Roland, se sont qualifiés pour la finale nationale à Mulhouse. Afin de permettre aux élèves de participer dans les bonnes conditions, un hébergement sur place a été prévu. Le transport en car a déjà été pris en charge par la ville. Il est proposé d'accorder une subvention de 824 € à l'école Maxime Aurier pour contribuer aux frais d'hébergement du groupe. Cette aide permettra de soutenir la participation des élèves sans solliciter financièrement les familles. Le conseil municipal est invité à approuver cette subvention. Merci. Y a-t-il des questions? C'est la deuxième année consécutive où des élèves de Clichy vont participer à la finale nationale. Pas de questions, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La convention... Le micro. Pardon. Du mot pour le réseau de chaleur. Un, deux, ça marche. Ok, très bien, merci. D'accord. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que, vu leur tarif, donc je vais faire grâce de lecture des délibérations, juste faire quelques synthèses dessus. Donc, d'accord. Est-ce que là c'est mieux? Voilà, donc je parle mieux dans le micro. Donc, nous avons donc relancé notre géothermie, donc le réseau sur urbain il y a maintenant en grand pompe il y a 1 an là-dessus. Donc les travaux ont commencé, que vous voyez le déploiement sur la ville actuellement, c'est vrai qu'il est difficile de circuler dans notre ville avec tous les travaux qu'il y a, mais en tout cas c'est pour la bonne cause. Donc pour le déploiement, donc, nous passons sur des servitudes privées et des servitudes qui ne nous appartiennent pas. Donc j'ai 2 conventions côte à côte que je dois faire l'une après l'autre, si vous voulez, monsieur le maire, de passer les 2 conventions. La première, c'est une servitude on doit passer par la résidence Sévigné pour aller chercher Sévigné, Madame-Bresse et l'école Paul Langevin. Donc il faut demander donc l'autorisation, bien sûr, à la résidence Sévigné. Donc c'est une convention tripartite à signer avec la résidence. Donc la première délibération, c'est celle-là, monsieur le maire.
Y a-t-il des questions sur ces délibérations qui sont importantes, hein, comme l'a rappelé Dumour, la ville est un peu éventrée, mais il est important que ce réseau de chauffage urbain puisse se déployer à la fois là où il existait et là où il n'existait pas encore, et c'était notre pari, un maximum de copropriétés souhaitent se brancher, y compris ceux qui s'étaient débranchés comme la résidence à l'IED, et qui a mesuré à quel point ils avaient probablement eu tort, et donc parfois pour aller agrandir notre réseau, il faut passer chez des privés. Donc Sévigné, y a-t-il des questions? Je me vois qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Et la deuxième convention, donc c'est avec le département, donc je n'ai pas parlé encore là-dessus. Donc la deuxième convention, c'est avec la convention, donc avec le département. Donc le département souhaite aussi donc, que le collège Romain-Rolland aussi soit aussi branché donc, à notre réseau. Et pour cela, donc, on doit passer par une servitude par un terrain qui appartient au département. Donc on doit signer donc, une convention pour pouvoir passer sur le terrain, pour alimenter, pour brancher donc, le collège Romain-Rolland. Merci. Pas de questions. Je me vois qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Là encore, des délibérations pour une nouvelle collègue, Louise, sur les questions de santé et de santé mentale. Je l'ai une autre, je crois, 33. L'adhésion à CIGF. Pardon, j'avais 2 pages accrochées par un trombone. Pardon, la 33. Pardon. J'ai 33. Le CIGF. Adhésion CIGF. Pardon, vas-y. Ok, très bien, merci, monsieur le maire. Donc, je le referai mieux tout à l'heure. D'accord. Donc, la ville qui se bat donc, est détenteur donc, de droits organisatifs directs de notre gaz via GRDF et électricité via Enedis. Et notre contrat de gaz arrive à terme en 2028. Donc, nous voulons profiter de cette occasion pour revoir en temps notre fonctionnement, notamment donc, d'adhérer au syndicat CIGF, et j'ai oublié tous les sécurités directement, mais en tout cas, c'est ça, la distribution des gaz autorité quelque chose. En tout cas, CIGF. Je vais m'arrêter là parce que j'ai un trou de mémoire et je suis fatigué aussi. Donc, l'idée, c'est que donc, toutes les villes environnantes sont adhérents de ce réseau, de ce syndicat. Clichy-sous-Bois faisait jusqu'à ici Bondapa, et que donc c'est quelque chose qu'on veut corriger et puis mettre ça en 2 jours, et donc adhérents comme on a fait pour l'eau, comme on a fait pour d'autres réseaux. Donc nous proposons d'adhérer donc au syndicat CIGE pour le gaz et l'électricité, premièrement. Deuxièmement, donc là-dessus, dans les mêmes délibérations... Comme tu es modeste, je vais proposer les représentants. D'accord, tu veux faire la suite des délibérations. Ok, vas-y, monsieur le maire, c'est vous, chef. Non, mais c'est pour pas te mettre mal à l'aise. Pas de souci. Et donc, je propose que la ville soit représentée au CIGE par Dumour Gunestic et Sally Atagan. Titulaire et suppléant. Oui, titulaire et suppléant. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, moins 3 abstentions, pardon. Donc j'ai vraiment sauté plusieurs délibérations. Je passe la parole à Zaya dans le cadre du prolongement du dispositif de médiation sociale en milieu scolaire. Tout à fait. Alors, la ville souhaite poursuivre et développer le dispositif de médiation sociale en milieu scolaire afin de prévenir les conflits, notamment lutter contre le décrochage scolaire, renforcer le dialogue entre les élèves, les familles et les équipes éducatives et favoriser un climat scolaire apaisé. Cette action s'inscrit dans un partenariat réunissant l'État, l'Éducation nationale, l'association France Médiation et l'association Partenaires pour la ville du 93, qui sont chargés de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif sur le territoire de la ville de Clichy. La convention cadre définit les modalités d'intervention des partenaires et prévoit la présence d'un médiateur social en milieu scolaire pour accompagner les jeunes et leurs familles et renforcer les actions de prévention. La participation financière de la ville est fixée à 7 000 € pour l'année 2026 et 9 000 € pour l'année 2027. Le conseil municipal est invité à approuver cette convention et à autoriser monsieur le maire à la signer.
Merci. Y a-t-il des questions sur le prolongement de ce dispositif de médiation au milieu scolaire? C'est plutôt utile et l'Éducation nationale nous souhaite qu'on le maintienne. Pas de questions, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Et alors, c'est l'instant. Je passe la parole à Louise. Merci. Alors, merci pour ce double lancement. Je vais vous présenter donc déjà une convention qui devrait signer donc, avec l'ARS. Donc l'ARS, en fait, il propose de subventionner des actions de santé qui s'inscrivent dans les axes du programme régional de santé et en plus particulier dans les axes d'orientation du schéma régional de santé. Et donc pour ce faire, il propose donc une subvention de 25 000 € pour mettre en place des actions de santé publique donc pour favoriser les comportements préventifs du cancer et pour prévenir les conduites à risque, en particulier auprès des jeunes. Et donc on propose au conseil municipal d'approuver cette convention et autoriser monsieur le maire à la signer. Merci pour cette première délibération. Y a-t-il des questions sur cette relation avec l'ARS? Je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La deuxième délibération? Alors la deuxième délibération, c'est pour le dispositif d'appui au projet de vie qui est porté par l'association Trisomie 21 France, donc qui est aussi subventionné par l'ARS. Et la proposition, c'est d'avoir une convention pour organiser des permanences bimensuelles donc, dans la commune, et donc vraiment de pouvoir mettre à disposition des bureaux et soutenir en fait, l'organisation des permanences pour l'information, l'orientation et l'accompagnement. Merci beaucoup. Ça fait partie, là encore, de la mise en œuvre de notre programme d'amélioration de notre accompagnement des familles avec des enfants, ou pas des enfants d'ailleurs, sur T21, c'est pas forcément que des enfants, dans notre territoire. Et une présence, donc une permanence qui sera extrêmement utile. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Stéphane, sur le trail des Trois Forêts. Oui, ça marche. Oui, bonsoir. Effectivement, 37e délibération qui concerne le trail des Trois Forêts, qui est devenu un événement incontournable de notre calendrier sportif depuis 2019, avec un succès croissant et près de 500 participants attendus donc le 20 septembre prochain. C'est une délibération qui propose un montant total de récompense de 1 540 € qui s'échelonne de 30 à 250 € en bon d'achat Décathlon, avec bien sûr une égalité hommes-femmes pour les récompenses. Pour rappel, cela concerne 3 courses, celle du 1 km, le 6,5 et le 12, avec un objectif de booster cette année un peu la course des 1 km en misant beaucoup sur les scolaires avec l'aide du club d'athlétisme. Merci beaucoup. Donc, comme l'a dit Stéphane, c'est un événement incontournable du calendrier sportif Clichois et de Seine-Saint-Denis. Donc, je vous invite à vous inscrire pour la course de 6,5 ou 13. Parce que le 1 km, c'est pour les enfants. Donc, Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Stéphane, sur le bel été solidaire. Oui, je vous propose de faire la 38 et la 39. Absolument. Groupées. Donc deux délibérations qui concernent Bel été solidaire 2026 avec la subvention suite à un appel à projet de l'État et l'approbation de la convention tripartite. C'est un dispositif qui a été créé en l'an 2000 et que les plus de 20 ans ont connu l'appellation VVV, Vie Vacances, et qui permet de proposer de multiples activités aux enfants qui ne partent pas en vacances en partenariat avec nos villes voisines de Montfermeil et d'Ivry-Gargan. C'est une coordination tournante et cette année, c'est notre ville qui la porte en forêt de Bondy. Ça sera donc du 6 au 24 juillet. C'est une vingtaine d'activités sportives et culturelles qui sont encadrées par des éducateurs diplômés en escalade, acrobranche, VTC, hip-hop, archerie, garde du cirque, trottinette électrique, et bien sûr un aspect de prévention, badminton, etc. Sport de balle, escape et laser game. Je vous propose donc d'approuver la subvention de l'État d'un montant de 50 000 € et d'approuver également la convention tripartite pour ce dispositif VVV entre les 3 communes que j'ai mentionnées. Merci. Y a-t-il des questions sur cette convention tripartite?
Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La 40, Clichy-Plage, Ali. C'est bon. Oui, bonsoir. Dernière délibération, autre événement incontournable de la ville, donc Clichy-Plage, donc ça sera donc du 18 juillet au 9 août. Là, ça concerne donc la remise des prix lors donc de Clichy-Plage, donc l'auto et tombola organisé à l'occasion de la manifestation Clichy-Plage. Donc, comme vous le savez, c'est un événement festival donc, qui est festif et gratuit, donc organisé par la ville pour tous les Clichychois. Au-delà du divertissement et de la convivialité, Clichy-Plage 2026 offrira aux habitants une parenthèse culturelle, sportive et artistique du 18 juillet au 9 août. Chaque année, la ville de Clichy organise gratuitement et sans condition une tombola ouverte à tous, ainsi qu'un loto réservé aux personnes de plus de 16 ans. Pour l'édition 2026, les lots suivants seront offerts aux participants lors de ces événements festifs. Sans participation financière, bien entendu. Des entrées pour le parc d'attractions, donc Astérix et Mer de Sable. Des entrées pour le parc d'attractions aussi du parc du Saint-Paul, des jeux de société, des livres. Le montant total des lots s'élève à 2 000 €. Vous avez des questions? Pas de questions. L'inauguration de Clichy-Plage aura lieu le 18 juillet. Et l'inauguration et les VVV, Forêt de Bondy, enfin les Bel Été Solidaire commencera le 7 juillet de mémoire. Le 6 juillet sera inauguré le 13 juillet. Je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Si je ne me trompe, c'était la dernière. Je vous propose... y a-t-il des questions sur les arrêtés municipaux, les décisions municipales que j'ai été amené à prendre entre deux conseils municipaux au titre de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales? Pas de questions? Moi, j'avais envoyé une question il y a un moment concernant la célébration des mariages. Je n'ai pas eu de réponse par mail. J'ai pas compris que c'était une question liée au conseil municipal. J'ai demandé au service de me préparer une réponse. Malheureusement, le service ne m'a pas encore rendu le... Mais je peux y répondre très rapidement. La règle est claire. Normalement, seul le maire et les adjoints peuvent célébrer des mariages. Par dérogation, normalement, il faudrait qu'on vérifie que la totalité des maires adjoints ne sont pas disponibles. Par dérogation, on autorise, ce qui n'est plus le cas d'un certain nombre de maires, les conseillers municipaux de la majorité ou de l'opposition à célébrer des mariages. Et normalement, la règle dit seulement les conseillers municipaux ayant délégation. Ensuite, ce n'est pas une panoplie, l'écharpe. Donc, dans un mariage, seuls peuvent porter l'écharpe. Les maires adjoints, on n'a pas besoin de porter une écharpe pour apprendre à célébrer un mariage. C'est la réponse du cabinet. Hein. C'est la réponse du cabinet. Hein. C'est-à-dire? Le cabinet qui m'a dit oui, c'est normal qu'il y ait 2 élus avec 2 écharpes parce que la deuxième élue est en apprentissage. Oui, mais elles étaient toutes les deux maires adjoints. Moi, je donne juste la réponse. Non, mais je donne la réponse. Elles étaient toutes les deux maires adjoints. Elles ont une remise solennelle d'écharpe lors du conseil municipal. Normalement, l'écharpe est réservée aux maires et aux adjoints. Donc, par dérogation, un arrêté autorise un conseiller municipal à célébrer un mariage. C'est cet arrêté qui autorise de porter une écharpe. Et donc, on n'a pas besoin de porter l'écharpe pour apprendre à célébrer un mariage. Ça serait illégal. Pardon ? J'ai jamais dit ça, c'est le cabinet qui avait donné cette réponse-là. Mais moi, je donne la réponse, la seule, la vraie, l'unique. Pour porter une écharpe, il faut un arrêté du maire. Et donc, je n'ai pas le droit de donner 2 arrêtés en même temps à 2 personnes différentes pour porter l'écharpe pour célébrer un mariage. La prochaine fois qu'Hilal voudra célébrer un mariage, elle aura un arrêté. À la demande de l'administration, il faut nous le demander 3 semaines à l'avance. Je suis désolé, c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est le DGA chargé de l'état civil qui nous a demandé, pour nous tous, qu'on demande 3 semaines à l'avance si un conseil municipal souhaite célébrer un mariage. Mais donc voilà, la règle elle est unique. Seuls les maires adjoints, normalement, seul le maire peut porter une écharpe. Les maires adjoints peuvent les porter, mais 2 conseillers municipaux ne peuvent pas porter une écharpe en même temps parce que j'avais pris un arrêté seulement pour toi, c'est tout. Il n'y a pas de polémique à avoir en la matière. Merci Olivier pour cette réponse qui est plus claire que celle que le cabinet m'avait donnée, parce que c'est pas la réponse que j'ai eue du cabinet, moi.
Ben, moi, je donne la réponse que tout le monde, que tu dois connaître. Voilà, la réponse que m'a donnée le cabinet, c'est il est interdit d'avoir 2 élus avec l'écharpe pour célébrer le mariage. Donc, moi, je veux bien, mais il faut que la règle elle soit pour tout le monde. Non, 2 conseillers municipaux. Non, on m'a dit 2 élus avec l'écharpe. C'était pas la bonne réponse. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai demandé une explication claire et que ce soit la même chose pour tous les élus. Oui, mais le maire et les adjoints qui célèbrent ensemble un mariage peuvent porter leurs écharpes. On l'a toujours fait. Moi, j'entends, tout à fait, mais c'est pas la réponse que le cabinet m'a dit. Le cabinet m'a dit, c'est interdit d'avoir 2 élus avec une écharpe en même temps. En l'occurrence, je crois que c'est Johanna et elle peut se tromper, c'est pas très grave. L'erreur est humaine. Mais voilà. Johanna a demandé, elle m'a dit, je demande à mes supérieurs et je reviens vers toi. Donc voilà la réponse que j'ai eue. Et un autre point, quand tu dis qu'il faut elle s'est peut-être trompée, mais c'est pas grave. Moi, ce que je demandais, c'était une réponse claire, qui soit la même pour tout le monde, et une règle identique, c'est tout. Donc, l'autre point, quand tu dis qu'il faut que nous, élus, nous prévenions les services 3 semaines à l'avance, le problème, c'est que les services sont prévenus avant nous, puisque c'est les choix qui demandent à ce qu'on célèbre le mariage. Et moi, généralement, quand on me prévient, c'est une semaine à l'avance. Les services me demandent en me disant, c'est toi qui as vu ça avec... Est-ce que vous êtes disponible pour célébrer ou non le mariage? Oui, alors parfois, certains mariés, en fait, ne l'inscrivent pas dans le dossier, mais rappellent en cours de process pour identifier l'élu qu'ils souhaitent. C'est juste dans ce cas-là. Mais quand c'est une demande formelle lors du dépôt, pour cette demande-là, il n'y a pas de sujet. Et on est largement dans les temps réglementaires. Pour les mariages demandés, sollicités à la dernière minute, il faut au service 3 semaines pour prendre l'arrêté, pour organiser les allers-retours entre le cabinet et le service et pour permettre à l'élu concerné, donc conseiller municipal, de célébrer le mariage concerné. J'étais élue dans ce service-là et on a fait des arrêtés la veille au lendemain. Enfin, moi, c'est... Voilà, moi, je te le dis. Non, mais moi, en l'occurrence, c'est le service qui le demande. Du coup... c'est nouveau. Alors, c'est nouveau, oui, effectivement. Oui, c'est une nouvelle demande. Mais ça s'applique à nous tous. Très bien. Même pour les conseillers municipaux de la majorité, c'est le cas aussi. C'est bien. Voilà, comme ça, il y a une égalité de traitement. C'est important de respecter l'équité. C'est ça. Ça a été exprimé, c'est une règle qui s'applique à nous tous, pour tous les conseillers municipaux. Si vous avez une demande pour célébrer un mariage, il faut soit que les époux le disent au moment du dépôt de dossier, et là il n'y a pas de sujet, mais sinon, si les époux ne disent rien et qu'après... Le micro. Le micro. Le micro. 3 semaines avant. Non, mais on est hors conseil là. Pas besoin que ça soit enregistré. Non, j'ai posé les questions.